Alors, quitte à avoir fait la route jusqu'en Normandie pour rencontrer Kochi Sensei, je me suis dit que j'allais proposer à Olivier Valiant, l'organisateur de ce stage, une petite discussion. J'avais déjà fait une interview de lui il y a 1 an et demi, et cette fois-ci on se retrouve sur un canapé, en face à face, pour discuter shiatsu. Je vous partage cet échange, en espérant que ça puisse nourrir de belles réflexions. Donc, Olivier, merci de revenir en interview, avec plaisir. 1 an et demi après. Ça fait à peu près ça, effectivement. Et du coup, l'idée que j'avais, moi, c'était d'aller vers un shiatsu 2.0. C'est un peu ce qui m'est venu. L'idée, j'ai entendu une interview d'un ostéo, alors j'ai plus le nom en tête, qui disait que ces 5-10 dernières années, les kinés qui sont devenus evidence-based practice, donc basés sur la science, ont énormément progressé. Du coup, dans leur traitement, mais aussi dans l'efficacité. Et que ostéo avait du coup maintenant beaucoup à travailler pour rattraper un peu et être toujours un peu légitime à pratiquer à côté de ça. Et du coup, est-ce que nous en shiatsu, on n'aurait pas un peu le même chemin à faire? Alors, je sais que toi tu le penses et que c'est ce que tu développes. Et je voulais juste que tu nous donnes peut-être un exemple de ce que tu as mis en place dernièrement, de ce qui te parle. Alors, ce que j'ai mis en place dernièrement, on en avait déjà parlé là, quand on s'était vu il y a 1 an et demi en interview, ça a été toujours cette histoire de compréhension de la mécanique de la douleur, de compréhension de neurosciences, compréhension de la biomécanique du corps, compréhension de qu'est-ce que c'est qu'il y a des fibres musculaires, etc. Mais encore plus important, tout ce qu'on a autour de ce qu'on appelle le biopsychosocial, tu vois. Comprendre, en fait, centrer le soin sur la personne. Comprendre que derrière la douleur, derrière les phénomènes qu'on pourrait penser qu'avec une solution magique, avec un point magique, avec un point qui va soi-disant rétablir un circuit énergétique, un corps humain, un humain, c'est pas ça en fait. Un humain, c'est des problématiques sociales, des problématiques psychologiques, et des problématiques biologiques, donc c'est pour ça que c'est le biopsychosocial, et qu'il faut prendre tout ça en considération en fait. Parce qu'effectivement, comme tu dis très bien, les kinés connaissent par les flags, les red flags, les yellow flags, les blue flags, black flags et orange flags, qui sont en fait des petits drapeaux comme ça qu'on agite en fonction de questionnaires, tout ce qui va. Alors les red flags, c'est tout ce qui est en fait contradiction, voilà, tout ce qu'on empêche de faire, qu'on ne doit pas faire pour la pratique, pour éviter les dommages. Plutôt que les bénéfices de la pratique dans certains cas, selon certaines pathologies. Mais après, tous les autres flags, tous les autres drapeaux sont là pour en fait comprendre comment la personne en est arrivée dans sa problématique, en fait, dans son problème. On peut pas dire pathologie parce que entre nous, quelqu'un qui vient nous voir en séance de shiatsu, il n'a pas une pathologie en tant que telle. Quelqu'un qui est vraiment malade, il vient pas voir du shiatsu. Et s'il venait me voir, je lui dirais allez aux urgences. Moi, je suis pas guérisseur, je suis pas magicien. C'est extrêmement dangereux de penser ça en fait. C'est là où je pense que ce serait intéressant que nous on soit aussi formés à détecter ces red flags. Du coup c'est un signal d'alerte où il faut peut-être aller vers le médical, passer un scanner, etc. Parce que je pense que on est aussi à une place où les gens viennent nous voir et sont parfois en rejet du médical, où on sont arrivés un peu en bout de course sur certains trucs et ne veulent plus y aller. Et des fois, c'est aussi notre rôle de dire là, il y a vraiment danger, il faut vraiment y aller. Même si vous n'êtes pas chaud, c'est peut-être le moment. Alors ça, je pense que on les connaît déjà, la plupart, c'est des trucs très simples. On sait que déjà c'est écrit dans les bouquins, Namikoshi au Japon, on te dit sur les troubles, les forts troubles vasculaires, les cas de phlémie, choses comme ça. On fait attention, on évite, ou voire carrément contre-indiqué, l'ostéoporose, voilà, il y a plein de contre-indications qu'on connaît déjà, les phases inflammatoires importantes, les infections virales, etc. Donc on sait déjà ça, ce sont des red flags. Maintenant, pour aller plus loin, c'est pas si compliqué en fait. Il y a une littérature largement abondante déjà sur le net. Il suffit juste de se pencher sur la question, il suffit de sortir un peu de sa zone de confort, à arrêter de peut-être toujours rester dans ce qu'on appelle les biais cognitifs, les biais de confirmation, d'aller chercher uniquement ce qui va confirmer ce qu'on attend en fait.
Donc en fait, on est toujours à faire la même chose. C'est un peu ce que je constate dans le milieu du shiatsu, comme très souvent. Les gens vont faire beaucoup de stages, au principe de faire du stage en disant je fais plein de stages, et au final j'ai appris plein de trucs, et comme ça c'est bien, on met tous ces diplômes sur le mur de son cabinet, vous avez vu j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais le plus important c'est pas ça, parce qu'en fait souvent on fait des stages qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ou alors on va faire des stages soit de médecine chinoise, soit de ci, soit de ça, mais en fait on reste toujours un peu dans le même milieu. C'est pas différent parce que le modèle d'approche est un peu le même, c'est la façon de voir et de parler est la même, et que derrière on s'interroge pas plus sur les bien-fondés de la façon dont c'est apporté et c'est fait. Disons, on met pas d'esprit critique. On gobe, on prend, et puis oui, c'est super, c'est ça. Alors qu'en fait, on ne fait pas jouer un petit peu sa pensée, sa façon de réfléchir, de se dire bon, ok, j'ai appris ça, maintenant. Je mets, alors en pratique au cabinet, ok, mais c'est pas parce que je mets en pratique au cabinet que ça veut dire que c'est la vérité, quoi. Tu vois, c'est parce que chaque personne est différente, et effectivement, derrière, ces flags sont importants pour comprendre. Une douleur de l'épaule n'est pas celle de Pierre-Paul et Jacques, quoi. C'est ça. Ou même ça ne nous dit pas, est-ce que c'est la meilleure façon de faire. Puisqu'on n'a pas testé d'autres choses, on peut pas savoir. On peut pas savoir. Est-ce qu'on peut pas trouver mieux. Alors sur ta question des evidence-based, alors, il y a l'evidence-based practice, effectivement, qui n'est pas l'evidence-based medicine, qui sont deux choses différentes. Il y a de plus en plus de littérature, de choses qui disent, en fait, surtout qui contredisent ce qu'on a longtemps pensé sur les techniques de thérapie manuelle et de ce qu'on faisait sur le corps. On en parlait justement là suite à ce stage avec Kochi, on en parlait au restaurant encore l'autre jour. Les Japonais ont très très bien compris depuis bien longtemps que l'importance dans le shiatsu c'est le système nerveux. Il n'y a pas si longtemps que ça encore, je lisais un article sur le livre Shiatsu Ryo de Tenpaki Temai, où même déjà lui à son époque il avait très bien compris que l'important c'est le système nerveux. Parce que même déjà les Japonais à l'époque, bien avant, quelques siècles, un siècle à peu près avant, lorsqu'ils ont vraiment commencé à insérer la médecine occidentale dans leurs connaissances médicales, avaient commencé à comprendre aussi que ce système nerveux est très très important. Alors le problème c'est qu'ils ont perçu tout ça à travers leur propre biais et aussi leur propre prise qui était celui de la médecine traditionnelle asiatique. Donc ça a un peu biaisé leur façon, ils ont superposé les choses en cherchant absolument à légitimer les méridiens par exemple, par le dire tiens méridien, tiens c'est le système nerveux, oh alors non tiens c'est le système de la fatigue, oh non tiens c'est ça. En fait c'est rien de tout ça les méridiens. Mais le système nerveux, par le contact, le toucher, tout ce que ça va apporter en fait de floutage de l'information sur la douleur notamment. Et pour moi, il est vraiment la porte d'entrée. Et les Japonais le savent très très bien. J'ai encore eu la confirmation là ce week-end avec Daniel, avec Kochi, ils ont toujours compris que c'était la clé, c'était le système nerveux. D'autant plus que tout ce qui est système de douleur, c'est une information du système nerveux qu'on agit dessus. Exactement. Je trouve qu'aujourd'hui, une des problématiques générales qu'on retrouve chez 99% de nos clients, c'est qu'il y a un taux de stress qui est en haut du plafond, avec tout ce qu'on a vécu ces dernières années, plus le monde du travail qui est fou. Et justement, on a intérêt, nous, de le prendre en compte, ce système nerveux, parce que c'est là où on a, je pense, une carte à jouer qui est intéressante, parce que autant l'ostéopathe, le kinésithérapeute, ok, ils intègrent maintenant le facteur psychosocial, mais nous, on a les connaissances du corps, mais on fait aussi du massage, en fait. Et on apporte une relaxation qui est hyper chouette. Ouais. On a vraiment, on en reparlait justement ce week-end, cet avantage qu'on a par rapport aux autres thérapies manuelles, c'est qu'on a toujours intégré dans le shiatsu la dimension massage. Au Japon, c'est massage shiatsu. Et ça, il faut vraiment insister. Il y a encore trop actuellement en France de guéguerre sur le fait que le shiatsu n'est pas un massage. C'est faux, archi faux. Au Japon, on a un type de massage shiatsu. J'entends encore Daniel parler avec Koshi ce week-end. Lorsqu'il traduisait en anglais, il parlait de massage shiatsu. Et massage du shiatsu, et puis diplômé, de massage du shiatsu Hanma. Dire que le shiatsu n'est pas un massage, c'est complètement faux. C'est une forme de massage. Et vouloir absolument dire que c'est thérapeutique, oui, alors après, évidemment, il y a toutes les contraintes juridiques avec le mot thérapeutique que sont encore en France, mais qu'est-ce qui se cache à la thérapeutique du shiatsu au final ? C'est surtout déjà en premier lieu cette immense capacité de relaxation que ça apporte en fait. La première fois que j'ai rencontré Masanori Okamoto,
J'avais fait son interview, c'était sa première interview en Europe. J'avais posé la question, Sensei, pourquoi, enfin nous en France, on a les défenseurs du shiatsu thérapeutique et les défenseurs du shiatsu bien-être. Et en fait, il avait un peu bondi sur place quand je lui ai posé cette question, il m'a dit, mais pourquoi vous faites cette distinction en France? Enfin, nous, on comprend que pour avoir un effet thérapeutique, il faut relaxer la personne. Et relaxer la personne, c'est déjà un effet thérapeutique. Par tout effectivement tout ce qu'il va y avoir aussi de rapprochement entre le praticien et son receveur. Alors avec le toucher, tout ce qui va être au niveau du sensoriel, etc. etc. Alors d'un côté, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut faire n'importe quoi. N'importe quel toucher est bénéfique. Mais voilà, on a le shiatsu à une certaine façon de faire, il faut rester à peu près cohérent dans le shiatsu, mais c'est pas parce qu'on fait du shiatsu que c'est plus, dire que c'est meilleur qu'une autre méthode. Je connais des masseuses, elles font un travail de dingue, quoi. Elles ont vraiment une patte géniale et elles m'ont fait des fois plus de bien que des praticiens shiatsu que j'ai pu rencontrer, quoi. Parce qu'elles avaient compris cette histoire-là de travail des tissus, de relationnel, et tous ces trucs-là, et elles y mettaient vraiment voilà, quelque chose en plus que d'autres qui arrivent avec des théories, des trucs de protocole, le point magique, je vais te faire ton endométriose, je vais te faire ton cancer, je vais te faire ta sclérose en plaques. Mais ça, faut arrêter avec ça, quoi. On part vraiment là où il faut pas aller, quoi. Moi, c'est un truc qui m'avait marqué, c'était... pourtant, c'est la base, hein. C'est Masunaga, qui disait que avant tout, c'était comme l'artisanat, un peu, tu vois. La partie massage, c'était vraiment dans la pratique que tu te fais et dans la pratique que tu peaufines tes techniques. Et finalement, c'est... Ouais, pour moi, il y a vraiment cet aspect on est un travailleur du corps, on travaille la matière. Des masseurs, Et tu parlais d'Okamoto, du coup, je sais que tu le fais venir en avril, tu veux en parler un petit peu? Oui, on en profite quand même parce que bon, on a une fenêtre de tir là, avec avec le Japon. Donc premier week-end d'avril, le 1, 2 et 3 avril. Donc Sensei Okamoto revient en France depuis, je crois que c'était en 2019, donc ça commence à dater. Donc il revient donc en Normandie et donc on a un grand stage qu'il prévoit. Il a très très hâte, qui va tourner autour. Alors, à la base, c'était les symptômes du membre supérieur, et puis il a un petit peu changé le truc. Il dit je vais faire quelque chose sur la femme enceinte. Tous les petits symptômes de la femme enceinte, la bobologie de la femme enceinte, etc. Parce qu'au Japon, c'est un grand expert. Alors, déjà, c'est un expert en shiatsu, hein, c'est une référence. Mais en plus, il s'est formé déjà il y a quelques années en arrière. À tous les traitements de la femme enceinte, parce que la femme enceinte au Japon, c'est important. Déjà, c'est un pays qui est vieillissant, on fait moins en moins d'enfants, donc quand la femme, évidemment, quand elle est enceinte, il faut la mettre un peu, voilà, à prévenir de tous ces problèmes, pour que l'enfant, s'il est unique, si c'est le seul qui doit venir dans la famille, ce qui est malheureusement de plus en plus souvent le cas au Japon, puisse voilà, arriver dans les meilleures dispositions et que la mère puisse aussi faire dans les meilleures dispositions sa grossesse, la vivre et puis accoucher dans les meilleures dispositions. Donc c'est venir un expert aussi là-bas, du coup, de tous ces problèmes-là. Donc c'est ce qui nous réserve pour ce premier week-end d'avril, 1, 2 et 3 avril, dans le Calvados, avec une magnifique petite ville en bord de côte, un grand espace face à la mer et grande baie vitrée face à la mer pour pouvoir pratiquer. On va être pas mal, on va être bien là. Et je sais que toi tu as beaucoup appliqué ces techniques, que tu les apprends même maintenant à tes élèves. Et est-ce que tu peux parler de ce que ça t'a apporté, par exemple, cette pratique qui est plus dans la pratique actuelle japonaise? Ouais, une grosse rigueur. C'est quelqu'un qui est très 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 rigoureux. Alors des fois on peut dire effectivement un peu trop, parce qu'il est très voilà. Mais c'est vraiment ce qui nous manque en fait en France, c'est une rigueur. Mais attention, quand je dis rigueur, il ne faut pas voir le truc, parce que je sais que souvent on a un peu de mal à ça, au principe de la liberté individuelle, de tout le monde doit faire ce qu'il veut. Et non, la rigueur japonaise, elle est structurante en fait. Elle est pédagogiquement structurante. Mais c'est même en fait c'est intrinsèque à toute forme. Quand vous voulez apprendre à être charpentier, vous apprenez à planter des clous dans une planche, quoi. Bah, c'est pareil, on apprend à planter des clous dans un corps. Mais on apprend surtout avant tout à bien se placer, on apprend à bien se positionner pour plein de raisons. La première, c'est surtout déjà pas se faire mal. Quand on travaille avec son corps, et évidemment, c'est pas le tout de dire j'envoie de l'énergie, je transmets de l'énergie. Non, on transmet d'abord de l'énergie, mais de l'énergie physique, l'énergie
les terrils, enfin tous les trucs sur lesquels on le rajoute. Bon, voilà quoi. C'est avant tout une énergie physique, quoi. On transfère des calories, on transfère des choses comme ça. Il y a un rapport de poids, etc. Donc tout ça sont des contraintes qu'on inflige à notre corps. Donc pour ça, il faut bien se positionner, il faut bien aligner ses segments, il faut bien positionner sa main, bien positionner son pouce pour éviter de se faire mal. Au cabinet, j'ai des praticiens chez tout qui viennent me voir, parce que déjà ils veulent me rencontrer pour connaître un peu ma méthode, me connaître aussi, voir ce que je fais, mais surtout ils viennent aussi parce qu'ils ont des demandes. Et souvent ces demandes sont des troubles musculo-squelettiques liés à leur propre pratique du shiatsu. Alors ce qu'ils font, malheureusement, le temps qu'ils aient des tendinites du pouce ou de l'avant-bras ou des épaules, ou autre, et du coup ils ne travaillent plus, ils mettent leur activité en suspens. Alors si on a une activité secondaire, tant mieux, mais si on n'en a pas, qu'est-ce qu'on fait quoi? C'est ça le problème, donc c'est important. Moi je l'ai vécu. Moi j'avais des postures qui n'étaient pas très bonnes à la base, et du coup c'est vraiment les douleurs qui m'ont amené à me corriger, à aller chercher plus loin. Regarder justement plein de vidéos japonaises de Kochi Sensei que j'ai rencontré, et de voir comment il se positionnait, pourquoi il fait ça, essayer de comprendre. Et c'est vrai que la posture juste elle est là pour nous économiser, mais elle nous met aussi souvent pile poil dans le bon angle pour arriver au point qui va être sensible et qui va faire justement réagir le système nerveux. Ouais, c'est ça, le travail de Kamoto, c'est ça, c'est vraiment une grande précision du travail. Quand il dit qu'il faut presser à tel endroit, c'est pas à côté, parce que lui il sait que on va dire anatomiquement parlant, à cet endroit-là, il y aura vraiment le nerf qui veut absolument chercher à toucher, le muscle qui veut vraiment chercher à travailler. Si c'est là, c'est pas à côté. Et c'est ça, en fait, c'est ça que ça m'a apporté, c'est cette structure qui faisait vraiment défaut dans mon travail. Et ça a été fondamental, c'est-à-dire du jour au lendemain où j'ai appliqué sa façon de faire, les différents petits traumas qu'il faut avoir de la pratique ont disparu. Alors ça n'épargne pas de la fatigue, attention encore une fois, mais c'est-à-dire que si je commence à être fatigué au bout de quelques séances dans la semaine, là je peux les doubler les séances en fait. Et là la différence, c'est qu'il est évident, on se fatigue un peu, mais je peux enchaîner tout de suite un rendez-vous tout de suite derrière, je peux travailler des fois 2 heures sur une personne et en reprendre un autre encore tout de suite derrière sans être fatigué. C'est-à-dire que ça permet d'économiser son énergie et surtout et c'est super important, la prévention du professionnel avant tout quoi. Si on veut vraiment avoir une posture professionnelle en France, il faut qu'on en donne les gages. C'est pas le tout de mettre des cursus en disant oui, nous on est professionnels et nous on sait. Non, un professionnel en France, c'est quelqu'un qui vit son métier de manière rigoureuse. Ça viendra à personne de faire venir chez lui un type pour, je sais pas moi, réparer une fuite de douche ou qu'importe, et qu'il aille chercher le plus mauvais du quartier, quoi, ou quelqu'un qui a une mauvaise formation, ou un truc comme ça. Il va aller chercher celui où on sait qu'il a vraiment déjà une attitude pro, qui se présente, enfin voilà, etc. Et ça, c'est là où il faut vraiment qu'on aille, quoi. C'est ça la posture professionnelle. Ouais, moi je trouve ça chouette d'aller dans ce sens-là. Moi, ce que j'aime, c'est que depuis que j'ai rendu mon shiatsu finalement plus pragmatique, que je viens travailler les chaînes musculaires ou telle tension musculaire, vraiment en massage, dans cette technique-là, c'est que le résultat, il est direct, il est concret en fait. Donc souvent, la personne, la tension, elle la sent, parce que c'est douloureux. Bon, elle sent que ça s'apaise, et du coup, elle est contente de ça, et elle revient, parce que elle sait que ça lui fait du bien, parce que c'est pragmatique. Et l'efficacité, pour moi, est de mieux en mieux, quoi. Ouais, complètement. Et la rigueur amène à ça, c'est que la rigueur, à un moment donné, elle évite l'éparpillement, et surtout, elle évite d'en faire trop, et elle permet d'aller au juste, en fait. Tu vois, là où il faut vraiment qu'on agisse. Et donc, c'est aussi une économie de temps et d'énergie, du coup. C'est ça, ça a double effet. Et il y a ça aussi, du coup, je reviens dessus, mais ça aussi, du coup, c'est une posture professionnelle. D'avoir vraiment le doigté juste et faire exactement là, être présent là où il faut, quoi. Pas commencer à faire plein de passes partout et en disant voilà, ça, et puis tu vas en voir le bout, quoi. C'est tout de suite cibler la problématique, quoi. Du coup, on va arriver un peu à la fin de notre temps. Ouais. Et est-ce que tu aurais par exemple des conseils de lecture pour les gens qui veulent aller justement chercher tout ça? Conseils de lecture. Je suis toujours très méfiant sur les conseils de lecture parce que en fait, chacun y prend un peu ce qu'il veut. On a toujours aussi cette histoire de biais qui va vouloir confirmer ce qu'on a envie d'y chercher. Moi, en tout cas, il y a une chose est sûre, c'est que j'ai arrêté la littérature des ouvrages japonais et chinois. En fait, ça tourne en rond.
Il n'y a rien de novateur, ça n'apporte rien. Pour moi, sincèrement, ce sont des théories intéressantes, d'un point de vue d'études, sociologiques, historiques, tout ça. Mais il n'y a pas de théorie neuve, en fait. Ce sont des théories mortes. Ce sont des théories archaïques. Elles ont juste une valeur historique. Voilà. C'est tout bête. Ça viendrait à l'idée de personne d'aller consulter un médecin ou un kiné qui travaillerait comme à l'époque d'Hippocrate. C'est-à-dire que vous allez voir votre médecin, docteur, je sais pas, moi j'ai une scoliose ou enfin j'ai une lombalgie ou j'ai une grippe et puis que le médecin vous prescrive des onguents, des saignées ou des lavements. Vous le regardez, mais il est complètement malade ce mec. Alors pourquoi on continue comme ça alors que les Japonais, ça fait bien longtemps qu'ils ont tourné la page à tout ça. Ouais, bah c'est vrai que là, quand on voit Kochi Sensei, qui est venu là ce week-end, on voit que c'est quelqu'un qui est vachement dans la recherche. En fait. Ouais. Il innove, il crée des nouvelles techniques, il les teste avec des kinés, il fait des partenariats avec d'autres professionnels pour voir. Et ouais, je trouve ça passionnant. En fait. Ouais, c'est là où il faut aller. Et il y a comme ça qu'on se fera vraiment, à un moment donné, on attirera l'attention aussi du public, des instances. Et même au-delà de ça, vraiment pour commencer à avoir un truc structuré, la ligne de conduite absolument, c'est le professionnalisme et il faut arrêter de se faire reconnaître par le monde médical. On ne sera pas reconnaître par le monde médical, il faut pas se leurrer. Moi, ça fait des mois que je travaille avec toutes ces choses-là. Je recherche énormément. Je recherche tellement qu'à côté de ça, j'ai des personnes dans le monde des thérapies manuelles qui voient mes interventions sur Facebook, qui me contactent en me disant bah écoute, je suis étonné parce que je pensais pas ça du monde du shiatsu. Pour moi, le monde du shiatsu, c'est que des cinglés. Excusez-moi, je vais le dire cash. Hein. Des personnes de la médecine, des personnes des kinés, comme ça. Ils voient le monde du shiatsu de loin, ceux qui connaissent pas trop, ou s'ils n'ont pas la chance de tomber sur des gens qui peuvent en parler correctement. Ils disent mais c'est bizarre vos trucs. Et le pire, et surtout je tiens aussi à avertir, c'est qu'on devient de plus en plus surveillé par les instances comme la Mivilude et les dérives sectaires. Et c'est là où il va falloir vraiment faire très attention à notre langage, comment on se positionne. Et arrêtons de parler de soins énergétiques, choses comme ça. Non, parlons de massage, parlons de bien-être, arrêtons les mots thérapeutiques, arrêtons de croire qu'on guérit des maladies, on ne guérit pas les maladies, on soulage des symptômes, on accompagne des gens, mais on ne guérit rien du tout. On améliore, c'est tout. Et ne jamais dire à couper la personne en fait du parcours médical. Ça, c'est très important. Et je pense qu'il y a plein de shiatsushi un peu débutants, etc. Enfin, pour avoir parlé avec plein de gens, qui sont un peu aussi perdus dans les repères de j'arrive pas à ressentir le chi, qu'est-ce que c'est, et qui n'arrivent pas à avancer dans leur pratique là-dedans en fait, parce qu'ils n'ont pas ce sentiment. Et des fois revenir à du concret, comme les choses font sens, ça devient, c'est compliqué, parce que le corps humain c'est une infinie complexité, mais c'est passionnant et c'est là quoi. Et puis pour finir, pour revenir sur ce que tu dis, ressentir, c'est quoi ressentir? Tu vois, et puis déjà le ki, ressentir le ki, c'est quoi le ki? Et là, c'est ça la faux. Et puis ressentir, c'est chacun ressent à sa manière. Toi, tu ressens ça, moi, je ressens ça. Et que si la personne te dit, écoute, petit padawan, ce que tu n'as pas ressenti, ton diagnostic de ta prise du hara, de tes poux, moi, grand sensei, moi, grand gourou, j'ai ressenti ça. Et si derrière, toi, tu n'as pas ressenti ce qu'a ressenti le sensei, bah, tu te continues à chercher en disant, il faut que je peaufine mon ressenti, il faut que j'améliore cette sensation du ki. Mais en fait, lui, il a sa propre interprétation, et toi, tu auras la tienne. Et en fait, donc, il n'y a rien à chercher, tout simplement, quoi. Faut juste, percevoir par soi-même, quoi. Il n'y a pas une vérité absolue là-dedans. Même là-dedans, la science, elle donne des réponses. Enfin, on a des tonnes de neurones qui s'appellent les neurones miroirs, qui fait qu'on va ressentir ce que ressent l'autre. Et ça, on l'a. Pour moi, dans le toucher, on a une empathie qui est énorme. Et voilà, la science, elle va aussi nous apporter des réponses, je trouve, qui nous permettent de mieux comprendre et donc de mieux maîtriser ce qu'on fait. Ça c'est super important. Voilà. Donc, je te laisse au bout de la fin. Eh bien, pour le shiatsu 2.0. Ouais, moi je trouve qu'on peut aller vers un nouveau shiatsu qui soit... comment on peut le rendre meilleur et surtout pas meilleur entre nous, praticiens shiatsu, pour discuter des théories, mais meilleur pour les clients qui viennent nous voir et qui ressortent contents de la séance. Et eux, je pense qu'ils n'ont pas besoin d'un blabla, mais ils ont besoin de réponses à leurs problèmes en fait. Et c'est ça qui est pour moi plus important. Complètement. Ok, et bien merci beaucoup. Avec plaisir, Damien, comme d'habitude. Puis merci d'être venu ici en Normandie, quoi. Ça m'a fait plaisir de te revoir, parce que ça fait un paquet d'années qu'on s'était pas vu. Avec ce peu de temps, je reviendrai. La prochaine, j'espère que ça sera mieux. Tu reviens en avril, c'est ça? Ouais, c'est ça, je reviens pour Kamoto. Bon, allez, on croise les doigts pour que tu fasses meilleur en avril, quand même. Non, ça devrait. Allez, à bientôt. À bientôt. Salut Damien, merci à toi.